Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au magazine Le Top Presse. Selon l'opposition, s'il n'y a pas élection cette année, c'est la faute du gouvernement, qui ne peut pas dire avoir manqué d'argent, alors qu'il a déboursé hors budget des montants qu'il aurait pu allouer à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Une partie de cette opposition refuse de participer au dialogue pour permettre au président Kabila, avec son aval, de rester au pouvoir, voire de changer la Constitution. Le Top Presse reçoit en ce jour le porte-parole de l'institution responsable, le gouvernement. Lambert Mende Malanga, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica TV, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Les questions. À quand le dialogue annoncé? Est-ce qu'on doit d'ailleurs toujours penser que ce dialogue se tiendra? L'opposition se désigne des candidats pour la prochaine présidentielle. Candidat naturel à l'UDPS, candidat logique à l'UNC, candidat idéal au G7. Quid de l'AMP? L'actualité nous a conduit aussi cette semaine à New York où, faisant fi de la demande du gouvernement et même de l'avis du secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de maintenir en l'état la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. N'est-ce pas aussi votre avis, monsieur le ministre ? Il reste beaucoup de choses à faire, certainement, mais la rationalité du maintien de cette force dans son volet militaire nous pose problème, dans la mesure où les proportions ne nous paraissent pas conformes aux problèmes qui se posent. Nous n'avons plus de problème de sécurité dans les proportions où elles se trouvaient au moment où nous avons demandé, puisque c'est nous, gouvernement congolais, qui avions demandé l'intervention de cette force dans notre pays. Et il est étonnant qu'on ait négligé même l'avis du secrétaire général, qui est l'expert, qui est en contact avec nous. Et donc là, il y a quelque chose qui va se poursuivre au niveau du dialogue stratégique, que nous allons continuer avec la MONUSCO. Nous ne démordons pas du fait que nous n'avons pas besoin de 19 000 hommes de troupes, mais que nous avons besoin de moins que cela et que nous avons besoin de la MONUSCO pour autre chose que des hommes en armes. Mais la mission de l'ONU, à l'origine, c'était une mission de paix. Aujourd'hui, c'est une mission de stabilisation de cette paix. 2016, année de tous les enjeux, année de tous les défis, année normalement électorale. Est-ce que c'était pas prématuré dans le chef du gouvernement de demander la fin de cette mission? La question serait plutôt de savoir si dans chaque pays où se déroule une élection, les Nations Unies vont devoir envoyer une mission militaire. Je ne sais pas si on peut nous répondre à cette question. C'est tout à fait insensé de réfléchir comme ça, sinon les Nations Unies ne seraient pas en mesure de remplir cette responsabilité. La RDC peut organiser des élections et n'a pas besoin de la présence de troupes en armes de Nations Unies pour organiser ces élections. Donc, tout comme d'autres pays, des élections peuvent être organisées et être encadrées par la force de police, être encadrées par le gouvernement, dont c'est la responsabilité. Et en tout état de cause, nous n'avons jamais appelé la mission onusienne ici, dans son volet militaire, pour encadrer des élections. C'est un problème sécuritaire. Il y a là un glissement que nous n'acceptons pas. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Paulette. Moi, j'aime toujours qu'on rappelle un peu les faits. Pourquoi vous avez fait appel à la MONUSCO à l'époque, en 1999, si je me trompe oui, pas. souvenez-vous. Pourquoi vous avez fait appel à la MONUSCO à l'époque? Souvenez-vous de ce qu'était la République démocratique du Congo, ou de ce qu'elle a failli ne plus être en 1999. C'était un pays qui n'existait plus que sur papier. Il était divisé en trois. Il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des problèmes de pacification, il y avait nécessité d'une assistance militaire des Nations Unies pour faire entendre raison à des groupes armés qui se manifestaient ici et là et qui mettaient en danger l'existence même de ce pays qui est membre des Nations Unies. Il était donc de notre devoir de rechercher un appui de la part de notre grand partenaire qui est les Nations Unies, qui représente la communauté internationale. Aujourd'hui, ces dangers n'existent plus.
plus d'une dizaine d'années, la mission est toujours présente et on se demande comment le gouvernement de la République démocratique du Congo ne parvient pas à faire entendre sa voix. Vous voulez que la mission onusienne parte, si je ne me trompe pas, ou qu'elle diminue ses effectifs. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire passer ce message aux Nations Unies? Je pense que c'est aux Nations Unies qu'il faut poser cette question. Pourquoi ne pas écouter la voix de ceux qui vous ont appelé pour les aider? Est-ce qu'il n'y a pas derrière un agenda caché? Parce qu'on aime beaucoup le terme agenda caché. Voilà le cas type où on pourrait soupçonner certains d'avoir des agendas cachés. Si je vous ai appelé à mon secours et que j'estime que les besoins pour lesquels je souhaitais que vous soyez avec moi peuvent être satisfaits par moi-même et que vous refusez de proportionner votre présence à ces besoins, je commence à vous soupçonner de pires intentions. C'est ce qui pourrait arriver et c'est ce qui se dit lorsque nous parlons avec nos partenaires de la MONUSCO lors de ce dialogue stratégique qui se tient de manière un peu plus positive depuis qu'il y a eu changement à la tête de cette mission. Une question directe, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas finalement un pays sous tutelle? La République démocratique du Congo n'est pas un pays sous tutelle. Je sais qu'il ne manque pas d'ambition de la part de certains États de mettre ce pays sous une tutelle inavouée. Nous ne l'accepterons jamais et nous ferons échec à cela. Nous le vivons de fait, monsieur le ministre. Nous le vivons presque de fait parce qu'ils ne veulent pas partir. Vous leur demandez, vous les suppliez presque. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à la tribune des Nations Unies, mais ils ne vous écoutent pas, ils ne vous entendent pas. Ils font fi de tout ce que vous dites. Ils n'ont pas fait fi de tout ce que nous disons, parce que dans la résolution, il est clairement indiqué que l'action de la force MONUSCO en République démocratique du Congo devra s'inscrire obligatoirement dans les schémas qui va être inscrit, dessiné par le gouvernement. Donc il nous suffit de ne pas leur demander de faire des choses et ils ne pourront rien faire. Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans cette résolution. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, certains ressortissants des provinces les plus affectées par l'instabilité en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord et le Sud Kivu, ne sont pas d'accord avec le gouvernement et se marient plutôt la position des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que les troupes de la MONUSCO ne devraient pas, pour l'instant, être réduites et quitter la République démocratique du Congo parce que le pays est encore instable. Je n'ai pas l'impression que vous avez la bonne information parce que ce matin, je lisais encore un communiqué de ce groupe très représentatif des populations du Grand Nord qui s'appelle CEPADO, que dirige Maître Omar Kavota et qui soutenait le point de vue du gouvernement, estimant que la MONUSCO peut et devrait réduire son volume et concentrer toute sa force à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui vivent à l'est. Et là, nous sommes au cœur du drame de l'est. Nous sommes à Beni, nous sommes à Lubero, nous sommes à Beni-Mbau et à Oicha. Il parle plutôt de réorganisation. Je parle du point de vue de la société civile du Nord Kivu. Le CEPADO est une grande structure de la société civile. Je parle également du point de vue exprimé par de nombreux députés provinciaux élus du Nord Kivu à l'occasion de la réouverture de la session de mars. Ils ont dit clairement que... Il y a, vous savez, cher Thierry, une tradition dans notre pays qui fait croire à certains députés que mettre le gouvernement dans l'embarras, c'est peut-être ce qu'on attend d'un député, sans alternative, sans proposition concrète. Donc je peux inscrire cela en considérant ce qu'ils ont dit comme étant de bonne guerre. Ça peut embarrasser le gouvernement, mais même s'ils étaient au gouvernement, ils ne pourraient pas parler de la sorte. Et j'aime mieux écouter les populations qui sont sur terrain que des gens qui font de la politique politicienne à Kinshasa. Tous les jours, on enregistre des morts à l'est de la RDC, au Nord Kivu, à Beni particulièrement. Et le gouvernement, aujourd'hui, depuis 2 ans, où on a enregistré plus de 400 morts, rien qu'à Beni, est incapable de sécuriser ces populations. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être prématuré de faire partir une partie des troupes de la MONUSCO, comme vous le dites? Il y a eu plus de 3000 morts un certain 11 décembre, il y a plus de 10 ans, à New York. Qui va aller sécuriser les populations de New York? C'était suite à un attentat, monsieur le ministre. Alors, ce qui se passe, vous l'appelez depuis, il n'y en a pas autant. Il s'agit d'attentats.
Il s'agit d'attentats, il s'agit de terrorisme. Il ne s'agit pas d'offensives que nous pouvons appeler des offensives militaires de type conventionnel. Il s'agit de mêmes offensives de type asymétrique que ceux qui ont mais qui se répètent au jour le jour. C'est exactement, les troupes gouvernementales sont la même chose. incapables de sécuriser la population. C'est exactement ce qui se passe. C'est le terrorisme. On dit ça en anglais, hit and run, frapper et courir, et venir refrapper et courir. Nous en arrêtons, il y en a d'autres qui viennent, c'est le terrorisme. Vous ne le définirez pas autrement. Vous avez dit tout à l'heure que la MONUSCO n'a pas pour mission de sécuriser les élections, mais on connaît le rôle joué par la MONUSCO en 2006. Je n'ai pas dit que c'est pour organiser les élections, je n'ai pas dit sécuriser. Tout ce qui se passe au Congo mérite d'être sécurisé, y compris les élections, mais on n'a pas appelé la MONUSCO pour organiser les élections. Au vu du rôle, pour qu'on puisse lier sa présence à l'organisation des élections. C'est tout ce que j'ai dit. Au vu du rôle joué par la MONUSCO en 2006 et 2011, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire qu'elle reste encore au Congo dans la perspective des élections de 2016? Vous pourriez me rappeler ce rôle? Je sais que Kinshasa a subi une petite guerre, les gens se sont battus, la MONUSCO était là, ils se sont battus au nez et à la barbe de la MONUSCO. Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé en 2011, des gens sont morts à Mujima et à Kananga, et à Kinshasa, la MONUSCO était là. Donc il faut vous dire que le problème, il est comportemental. Excusez-moi, le problème est comportemental. Le problème est congolais. Ça n'a rien à voir avec la présence ou l'absence de la MONUSCO. La MONUSCO a apporté un appui plus que nécessaire. Et n'a pas empêché les gens de se comporter de la façon dont ils se sont comportés. Parce que ce sont des gens qui se comportent de cette manière-là. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur le ministre, doit-on parler de l'échec de la diplomatie congolaise ? Non, je ne pense pas, puisqu'il y a ce dialogue stratégique qui se poursuit avec la MONUSCO. Deuxièmement, il y a l'injonction qui a été donnée à la MONUSCO de n'agir qu'à la demande du gouvernement. C'est quelque chose sur laquelle vous n'insistez pas suffisamment. C'est-à-dire que le déploiement de la force MONUSCO ne peut se faire qu'à la demande du gouvernement congolais. Il y a là une montée en puissance de la capacité qu'a le gouvernement de contrôler la situation. Nous trouvons cette disposition, même si elle se rapproche de ce que nous avons toujours voulu, insuffisante en termes de souveraineté. Nous continuerons donc à parler parce qu'avec la MONUSCO, nous sommes arrivés à un mémorandum d'entendement qui indique clairement qu'il y a eu ces progrès que les Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité disent attendre, alors que ces progrès sont réels. On nous demande d'accomplir des choses qui sont déjà accomplies, et donc là, il y a un problème d'incompréhension, mais nous pensons que le fait d'avoir donné... Incompréhension due à quoi ? Je ne sais pas, aux intérêts qui sont cachés de certains, dont il nous appartiendra de faire l'identification, et peut-être vous, les médias, vous pourriez aussi y travailler. Vous parlez d'agenda caché, vous parlez... Il y en a qui ont certainement des agendas cachés, probablement. Mais vous devez le savoir, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas obligés de savoir. Lorsqu'on cache des choses, il faut le temps de les découvrir. Vous devez, comme nous, rechercher, puisque c'est aussi votre pays. Ce n'est pas seulement le nôtre. C'est le rôle du gouvernement. Non, mais pas seulement. Alors, certaines administrations disent que c'est par crainte d'éventuels troubles après novembre 2016 que l'effectif de la MONUSCO doit rester tel quel. Est-ce que vous partagez cet avis ? Si la MONUSCO avait empêché des troubles en 2007, s'ils avaient empêché des troubles en 2011, cette version serait crédible. Hélas, nous avons, vous comme moi, assisté à ces troubles. Et donc, ce n'est pas le fait que la MONUSCO soit là qui empêche les mauvais garçons de se comporter mal. Donc, ne lions pas des choses qui ne peuvent pas être liées. Que doit faire la République démocratique du Congo pour que sa voix soit entendue et que sa volonté soit faite ? Elle doit être unie, elle doit parler d'une seule voix, elle doit trouver une unité d'action, elle doit être beaucoup plus fière que ne le sont certaines composantes de la classe politique aujourd'hui. Eric Ambago, Top Congo FM. Lambert Mende, est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui a un agenda caché en demandant la réduction du nombre des casques bleus en RDC ? Non, lorsqu'un gouvernement d'un pays souverain souhaite récupérer la souveraineté dans des matières aussi importantes que celle-là, celle de la sécurisation, je pense que le gouvernement joue son rôle.
il joue sa partition. Un gouvernement d'un pays indépendant n'a pas pour vocation de replacer le pays sous la tutelle dont on nous a parlé ici. Notre vocation, c'est de garantir l'indépendance, la souveraineté de nos institutions et de nos organes. Vous parlez de cette souveraineté ou de cette force. Il y a au moins 120 000 hommes au sein de l'armée congolaise. L'effectif de la MONUSCO, ça fait 10%, un peu plus de 10% de l'armée congolaise. Cet effectif, ajouté à ce 10%, 19 000 hommes, ça fait moins pour sécuriser toute l'étendue de la RDC. Ce n'est pas un appui pour la RDC que de demander qu'ils partent. Je ne suis pas spécialiste des questions sécuritaires pour savoir si 120 000 ou 130 000 ou 200 000 c'est suffisant pour sécuriser. Je constate simplement que depuis 2011, depuis que nous avons mis en place la réforme des forces armées, l'insécurité a reculé. Nous avons fait reculer les frontières de l'insécurité. Je vous rappelle que nous avons presque 150 territoires et que nous parlons d'insécurité sur 3 ou 4 territoires, pas plus. Mais quand on parle auparavant, c'était des provinces entières qui étaient sous la coupe de ces groupes armés. C'est qu'il y a un progrès. Mais quand on parle aujourd'hui de lutte contre le terrorisme, il y a des forces multinationales, il y a des opérations étrangères qui viennent former une coalition pour lutter sur un même sol. Alors pourquoi vous demandez que la MONUSCO parte alors qu'il y a terrorisme sur le sol congolais? Mais ce n'est pas la même définition de la situation. Vous avez parlé de terrorisme, donc le terrorisme veut que l'on puisse coaliser, mutualiser les efforts pour combattre ses ennemis. Mais Lorsqu'un pays est victime d'une action terroriste, il lui appartient de définir ses besoins en assistance. On n'impose pas une assistance à quelqu'un. Il est possible que le pays dispose en lui-même de moyens de répondre à cette menace terroriste. Ici, il y a comme une sorte d'imposition qui nous répugne. Et donc, c'est différent du cas de ceux qui, faisant face à une menace terroriste, requièrent l'assistance de leurs alliés comme ça doit se faire normalement. Vous dites ici que la MONUSCO était là pendant les élections de 2007, 2011, et ça n'a pas empêché les violences, mais ça a quand même réduit les violences. Ça aurait été pire si la MONUSCO n'était pas là. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai vu des violences. Sur le terrain, monsieur le ministre. J'ai vu des violences. J'étais avec vous sur le terrain. J'étais même beaucoup plus sur le terrain parce que j'étais déjà au gouvernement et je sais des choses que vous ne savez pas sur le comportement des uns et des autres. Je ne partagerai pas ce point de vue. En cas d'accueil en 2016, cette mission de l'ONU, elle devrait adopter quel comportement selon vous? Nous ne prévoyons pas d'écueil en 2016 et nous ne voyons pas pour quelle raison il y aurait des écueils. Nous sommes un pays organisé, nous sommes un pays avec un peuple qui est suffisamment mature. Nous avons des élections à organiser. Je pense que les structures qui sont chargées d'organiser les élections nous appellent à ajuster notre comportement et notre législation ainsi que notre programmation par rapport à tous les problèmes que vous appelez les écueils. Si nous parvenons à nous mettre ensemble pour gérer ces écueils, il n'y aura pas nécessité de pouvoir appeler je ne sais quel pompier. Si nous parvenons à nous mettre ensemble. Absolument. Vous faites état du dialogue que le Conseil de sécurité aussi appelle de tous ses voeux. Mais toute dernière question pour parler de cette mission. Est-ce que le gouvernement craint qu'elle ne devienne, face à une situation qui mettrait aux prises pouvoir actuel et opposition, le troisième homme de la crise congolaise? Il y a un risque lorsqu'on ne veut pas écouter ceux au profit desquels on prétend venir apporter une assistance, à devenir soi-même un problème au lieu d'être une solution. Ça, c'est un fait. Mais eux disent qu'ils ne sont pas à la disposition ou au service du gouvernement de l'opposition, mais au service du peuple. Je n'ai jamais dit qu'ils seront un problème pour le gouvernement ou pour l'opposition, qu'ils seront un problème pour la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est la majorité, c'est l'opposition, c'est le peuple. Il n'y a aucune distinction. Parlons de cette semaine aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2277, appelle au dialogue, le plus objectif soit-il, entre acteurs politiques congolais au respect de la Constitution. Il demande aussi au gouvernement de débloquer les fonds pour que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Que le Conseil de sécurité montre
de cette manière le gouvernement, n'est-ce pas une démonstration d'une communauté internationale agacée face à une situation qui semble s'envenimer par la faute du gouvernement ? Non, je ne pense pas que le Conseil de sécurité soit agacé par le gouvernement dans la mesure où c'est le président de la République qui a pris l'initiative de ce dialogue qui est soutenu aujourd'hui par le Conseil de sécurité, rappelons-le. Donc c'est un appui qui est porté à une initiative du président de la République. Si agacement il y a, c'est un agacement qui est partagé par de larges couches de notre population face à certaines hésitations, à ce mouvement de yo-yo auquel on assiste face à ceux qui aujourd'hui disent qu'ils veulent le dialogue, demain remettent en cause ce principe, et donc il y a un agacement, il y a lieu de s'agacer, et nous le comprenons bien. Nous allons parler du dialogue, mais ma question portait plutôt sur l'appel au gouvernement de débloquer les fonds. L'agacement par rapport au fait qu'il y a peut-être de l'argent, mais l'argent, parce que certains ne se satisfont pas de l'organisation dans les délais des élections, bloque le financement de celle-ci. Moi, je constate les faits. Nous avons plusieurs sources de financement de ces élections. Il y a bien sûr le gouvernement, mais il y a aussi les partenaires de la communauté internationale qui ont annoncé leur contribution. Lorsque je regarde les chiffres, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, entre 40 et 60 millions de dollars ont déjà été décaissés par le seul gouvernement, 3,5 millions de dollars par un membre de la communauté internationale et rien par le reste. Alors, c'est vers celui qui a décaissé 40 à 60 millions de dollars que s'adressaient des critiques et pas envers ceux qui font des fausses promesses comme ils les ont faites en 2011. C'est ça le problème. Je pense qu'on aurait dû lancer un appel aussi à la solidarité de la communauté internationale. Peut-être parce que la responsabilité première de la tenue de ces élections, c'est au gouvernement. Raison pour laquelle le gouvernement a donné le plus aujourd'hui, 60 millions contre 3,5 millions de la part de la communauté internationale. Le plus, mais apparemment pas assez. Beaucoup regrettent le fait que... Ça viendra. Chaque mois, il y aura 20 millions qui seront décaissés. Et c'est ça ce que nous pouvons faire selon nos moyens. Oui, mais la CENI attendait 200 millions par an. Peut-être problème de budget. Je pense que la CENI est contente de ce qui a été fait. Son président l'a dit. Son porte-parole encore l'a dit il n'y a pas 48 heures. Je ne pense pas qu'on puisse lui faire dire ce qui n'a pas été dit. Mais elle attendait plus. 200 millions, c'était ce qui était budgétisé. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons donné 60 millions. Nous allons continuer à donner. Et nous aimerions que les amis en fassent de même. Paulette Kimuntu, Congo Web. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, donc bouche autorisée du gouvernement. Est-ce que ce dialogue est le dialogue de M. Kabila ? Non, c'est le dialogue du peuple congolais. Et je dois vous dire même que l'idée est venue de l'opposition. Évidemment, le président Kabila, comme première institution du pays en charge du bon fonctionnement des institutions, est celui qui a été à l'écoute de cette revendication légitime qui est venue d'un parti de l'opposition et lui a donné corps. Et donc, je pense que c'est un dialogue qui n'appartient ni à la majorité, ni à l'opposition, mais un dialogue qui est le fait du peuple congolais, parce qu'il s'agit de résoudre non pas le problème du président Kabila et de sa majorité, ou de l'opposition, mais un problème structurel de comment nous allons gérer cette phase essentielle de notre vie commune. Vous êtes porte-parole du gouvernement dans une institution classique, mais aujourd'hui, le dialogue apparaît comme l'endroit idéal pour parler des problèmes du Congo. Est-ce que ce n'est pas un aveu de chèque aussi par rapport aux institutions classiques aujourd'hui, Lambert Mende ? Est-ce que vous vous sentez, quand vous vous regardez devant un miroir, vous dites que non, j'ai réussi mon job ou ma mission ? Mais qu'est-ce qu'une institution classique, madame ? Sinon le lieu où les esprits se rencontrent pour gérer des problèmes, c'est-à-dire dialoguer, en fin de compte. Et si on élargit le cercle, où est le mal ? Est-ce que vous dialoguez au gouvernement ? Est-ce qu'il y a même réunion du gouvernement ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que la troïka stratégique. Nous nous réunissons. Il y a un timing précis. Est-ce que la population sait que chaque lundi, le gouvernement se réunit, par exemple ? Il n'est pas essentiel que vous vous réunissez par hasard quand il y a un problème ? Il n'est pas essentiel qu'on se réunisse chaque lundi ou chaque vendredi. Mais vu les enjeux de l'heure, vu le problème de la RDC, le Parlement se réunit. Maintenant, même les parlements provinciaux ont entrepris de se réunir. Le Sénat, tout le monde se réunit. Toutes les institutions sont fondées sur le principe
du dialogue. À quoi ça sert le dialogue? Mais c'est à échanger des idées, parce que du choc des idées jaillit la lumière, jaillissent les solutions pour faire avancer une communauté. Au Parlement, il n'y a pas le choc des idées? Il y a l'opposition, il y a la majorité. Mais élargir ce choc des idées ne présente aucun mal. Nous avons donné notre pouvoir à l'Assemblée nationale, ça aide de parler à notre Mais en groupe. quoi ça peut gêner qu'on élargisse à ceux qui n'y sont pas? On connaît comment ça se finit, le dialogue. Il y a partage du gâteau. Est-ce que vous avez l'impression? Si vous le savez déjà, vous êtes bien la seule. C'est pas le premier dialogue. Je ne le sais pas. Même le Conseil de sécurité ne le sait pas, parce qu'ils demandent à ce qu'il y ait ce dialogue, parce qu'ils savent qu'il en sortira un mieux. Mais vous semblez savoir déjà ce qui sortira. Ça, je ne partage pas. Ce ne sera pas une façon pour permettre au président de la République d'avoir un troisième mandat ou de changer la Constitution carrément dans ce dialogue? C'est un procès d'intention, parce que nous n'avons jamais eu la Constitution comme ordre du jour de ce projet que le président a présenté publiquement. On n'a jamais lu qu'il y avait un problème de Constitution dans le projet présenté par le chef de l'État. Thierry Kambundi. Monsieur le ministre, parlant du dialogue, j'ai ressorti l'une des contradictions à mettre à votre actif. Il y a 3 ans, pratiquement, autour du débat sur la tenue des concertations nationales, vous-même, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, avez déclaré clairement que au Congo démocratique, il n'était pas nécessaire d'organiser un dialogue. C'était au moment où l'opposition réclamait un vrai dialogue. Mais aujourd'hui, vous faites partie des nombreuses personnalités de votre famille politique qui prêchent pour le dialogue. Comment vous croire en votre bonne foi aujourd'hui? Je ne sais pas si nous sommes dans un débat de sémantique ou dans un débat politique. Parce que vous dites que c'était pendant les concertations nationales. Mais les concertations, qu'est-ce que c'était, sinon le dialogue? C'est un autre mot pour le dialogue. Justement, c'est la même chose. À une question qui vous était posée sauf que nous pensons que les concertations ont été boudées par une partie des membres de notre classe politique et que nous y gagnerions, le pays gagnerait beaucoup à ce que ceux qui avaient boudé les concertations viennent s'ajouter à ceux qui étaient aux concertations et qu'ils préfèrent appeler cela dialogue. Et je n'ai pas dit que le pays n'a pas besoin de dialogue. Pas du tout. J'ai écouté ce son avant de... Vous avez dit que les institutions sont en place, elles fonctionnent, le pays n'est pas en crise, il n'est pas nécessaire de convoquer le fameux vrai dialogue souhaité par l'opposition. Vous l'avez dit, monsieur le ministre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas nécessité de dialoguer, mais j'ai dit qu'il n'était pas nécessaire que cela s'appelle vrai dialogue, parce que c'est un problème de sémantique. Vous savez, j'ai le droit de choisir les mots, tout comme vous avez le droit de choisir vos mots. Il y avait des mots que l'on utilise comme ça, qu'on jette en pâture à l'opinion pour la contenter, mais nous pensions que les concertations, c'était aussi le dialogue. C'était la même chose. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez en ce dialogue ou vous en parlez simplement pour faire plaisir au chef de l'État qui lui-même n'en parle presque plus? Ah, ça c'est vous qui le dites. Le président, c'est un taiseux, il a son caractère, vous n'allez pas l'obliger à sortir de ses gonds. Il a appelé le dialogue, il n'a pas dit que le dialogue ne se fera plus, il n'a pas dit qu'il ne croit plus au dialogue. Moi, je sais qu'il y croit. Qu'est-ce qui bloque alors? Je vous ai dit, je vous ai parlé des mouvements de yo-yo de certains de nos compatriotes qui, à 9h, disent qu'ils vont aller au dialogue, à 11h, ne vont plus au dialogue, et on ne peut pas dialoguer avec soi-même. Il faut être 2 ou 3 ou 4 pour dialoguer. Et donc, il faut vaincre ces hésitations, et nous espérons que la résolution 2277 du Conseil de sécurité va convaincre ceux qui ont l'habitude de n'écouter que les voix qui viennent de l'extérieur. Parlons du financement du dialogue, monsieur le ministre. Il était prévu que le gouvernement commence à préparer les élections de 2016 dès le lendemain de la réélection du président Kabila, conformément aux textes qui régissent le pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2016 et c'est seulement maintenant que le gouvernement débloque les moyens. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012 ? C'est vous qui le dites. Je me demande de quelle manière croyez-vous que la Commission électorale nationale indépendante fonctionnait en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Cette commission, elle a fonctionné. La commission électorale reçoit... Il a fallu des moyens. Justement. Alors, cette dotation, elle vient du gouvernement. Ces moyens, c'est pour donc, on préparait les élections. Commission électorale. Non, mais c'est toujours préparer les élections.
Mais vous savez très bien que les moyens budgétaires sont limités et qu'un budget, ce n'est pas une ressource qui est disponible dans une caisse quelque part. Il faut que les économistes... Par quoi? Parce que c'était prévu par il faut que les économistes vous expliquent clairement qu'un budget, ce n'est pas une masse d'argent qu'on met quelque part. C'est des prévisions, bien évidemment. Ce sont des prévisions. Justement. Et alors, face à ces prévisions, il y a des choses qui sont urgentes, qui interviennent, qui rendent les prévisions inopérantes et qu'on arrive à des exécutions de 60%, 70%, donc forcément, il y a 40%, 30% qui n'ont pas été exécutés. Qu'est-ce qui a empêché le gouvernement depuis 2012 à mettre autant d'argent en dehors qui viendrait d'où? Ce sont des prévisions. Et nous dépensons sur caisse. Sur base de ce que nous gagnons, nous dépensons en fonction des priorités. Mais aujourd'hui, ça vient d'où? La sécurité, que vous avez c'est important. La sécurité, c'est quand même quelque chose d'important. Si le pays n'existe plus, vous allez dialoguer sur quoi? L'argent prévu pour les élections, vous l'avez affecté à la sécurité. Mais bien sûr, lorsqu'il y a une guerre, vous avez parlé de cette guerre asymétrique qui existe à l'Est. Avant, elle était conventionnelle. Est-ce qu'on vous prévient qu'on va vous faire une guerre? La guerre, elle arrive, les gens vous agressent, vous devez acheter des armes, vous devez transporter des troupes, vous devez les nourrir, et ça coûte cher. Vous parlez du budget, alors que... Ça peut aussi prendre de l'argent, je n'ai pas dit que c'est seulement cela. Il y a d'autres priorités également. Lesquelles? Donc le budget, ce n'est pas une masse. Non, vous semblez croire que c'est une masse d'argent qu'on met et qu'on puise. Non, ce sont des prévisions, monsieur. Oui, mais il est prévu, c'est constitutionnel. Mais ce sont des prévisions en fonction de ce que l'on peut enregistrer comme recette. Le même budget, j'ai suivi de nombreux débats à l'Assemblée nationale autour de ce même budget qui souligne clairement dans ses conclusions, je parle des débats à l'Assemblée nationale, que chaque année, le budget voté par l'Assemblée nationale n'est pas exécuté à 100%. C'est exact. Le reste de l'argent va où? Je ne connais pas de pays où le budget est exécuté à 100%. Vous allez me donner un exemple. On parle du Congo démocratique. Le reste de l'argent va où? Parce que la CENI n'a pas eu ce dont elle avait besoin. Il n'y a pas que la CENI qui n'a pas eu tout ce dont elle a besoin. Même mon ministère n'a pas eu tout ce dont il a besoin. Partout, toutes les institutions souffrent. Mais les institutions comme la présidence de la République, la primature sont toujours en dépassement budgétaire chaque année. Ah, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si je suis dans un débat à l'Assemblée nationale ou quoi. Je ne discute pas du débat à l'Assemblée nationale ici. Moi, je vous dis simplement que le budget, c'est des prévisions. Et que les prévisions, ce n'est pas des masses d'argent que, puisqu'on n'a pas dépensé pour les élections, donc on a mis d'argent sur une mallette qu'on va donner à la Commission électorale nationale indépendante. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on vous explique comment les choses tournent. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur le ministre, vous dites tout à l'heure que ce sont les mouvements des yo-yo qui ont fait que le dialogue ne puisse pas jusque-là avoir lieu. Exact. Et si ces mouvements ne s'arrêtent pas? Eh bien, si ce mouvement ne s'arrête pas, ce qu'à Dieu ne plaise, peut-être n'aurons-nous pas de dialogue. Le plan B serait lequel? Et il n'y a aucun intérêt pour le peuple congolais. Nous n'osons pas envisager de plan B parce que nous nous rapprochons. Aux élections sans dialoguer. Nous savons d'où viennent les yo-yo. Nous savons quelles sont les mauvaises habitudes que nous avons acquises, du moins une partie de la classe politique, à n'écouter que des voix qui viennent de l'extérieur. Maintenant que de l'extérieur viennent des voix qui nous font comprendre qu'il est important de négocier, nous commençons à avoir de moins en moins de doutes qu'il y aura le dialogue. Il y aura le dialogue. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être aller aux élections sans passer par le dialogue, où la majorité présidentielle va dialoguer entre elles. Les élections ne sont pas liées au dialogue. Le dialogue est prévu pour que nous ayons de bonnes élections. Mais on n'a jamais dit que s'il n'y a pas de dialogue, ce pays va rompre avec le système démocratique. Le pays reste toujours collé à sa constitution. Mais pour bien appliquer la constitution, il serait bon que nous changions nos comportements. Et pour changer nos comportements, il faut les revisiter, d'où la nécessité du dialogue. Mais on n'a jamais dit qu'on va changer la nature du pays. Il suffit de ne pas aller au dialogue pour que le pays devienne une dictature. Alors, ce n'est pas cela. Décider, la majorité présidentielle, aller carrément au dialogue, amener le peuple congolais au dialogue sans pour autant aux élections. Je vous rappelle, madame, que ce n'est pas la majorité présidentielle qui a pris l'initiative du dialogue. Le président de la République comme institution
est seul responsable de ce dialogue. Nous sommes partie prenante comme l'opposition, comme la société civile ou tout le monde. Donc, vous poserez la question au président et il décidera de ce qu'il convient de décider. Il y a quelques jours, on a appris que des discussions ont repris entre l'UDPS et la majorité présidentielle au sud de la France. Est-ce que vous confirmez la majorité présidentielle, je ne dirais pas. C'est le président qui contacte les parties prenantes. Il nous a contactés, il contacte diverses composantes de l'opposition, il contacte les composantes de la société civile, poser la question au président. Il a des services. C'est une institution différente de la majorité présidentielle. On peut envisager à quand la tenue du dialogue? Poser la question au président parce que c'est lui qui en a pris l'initiative. Éric Ambago. Lambert Mendé, la ligne budgétaire arrêtée pour les élections, c'est au moins 200 millions de dollars. Où sont partis cet argent? 200 millions seulement? Chaque année, depuis 2012, 200 millions. Où se trouve cet argent? Il fallait que cet argent puisse rentrer dans les caisses de l'État pour pouvoir être affecté à ses dépenses électorales. Mais si cet argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État, pourquoi voulez-vous... Il n'est jamais entré dans les caisses de l'État. Comment pouvait-il entrer? Par contre, puisque les recettes n'ont pas atteint un certain pourcentage, ça c'est dans l'hypothèse où nous avions fait des recettes à 100%. Mais vous parlez comme si on fait des recettes à 100%. Mais vous savez bien qu'à chaque reddition des comptes, il y a des rapports qui indiquent la hauteur de la réalisation des recettes qui ne va pas au-delà de 60 à 65%. Et le rapport de la Cour des comptes qui a dit que l'argent était affecté à autre chose. Les 200 millions, c'est la Cour des comptes qui vous a dit ça? Il y avait 200 millions dans un paquet chaque année, 200 millions qu'on a affecté à quelque chose d'autre. Il y a eu des réalisations hors budget. Il y a des priorités, oui. Mais vous ne revenez jamais. Une guerre est toujours hors budget, par exemple. Je vous donne un exemple. Je vous ai donné le cas d'une dépense hors budget. La guerre de M23, mais la guerre, même asymétrique, elle est une guerre. Et vous croyez que le terrorisme, ce n'est pas une guerre? Mais vous faites vraiment bien peu de cas de la vie de vos concitoyens qui meurent à Béni. Lui vient de m'en parler. Oui, vous ne parlez que de sécurité, mais il y a aussi les projets, les ponts, les avions qui sont achetés hors budget. Il fallait revenir au Parlement. Et qui vous a dit que c'est hors budget? Mais la Cour des comptes. Ça, je n'ai pas lu ce passage-là. Les députés ont dit qu'il fallait revenir pour demander un collectif budgétaire. C'est de bonne guerre. Il faut me prouver que ça n'a pas été prévu. Moi, personne ne me le prouvera. C'était prévu. Tout ce qui a été dépensé était prévu dans notre budget. Mais monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Quand vous parlez des élections, le gouvernement ne veut pas d'élections, en fait. Mais si le gouvernement ne voulait pas d'élections, comment le gouvernement peut-il dépenser 60 millions de dollars à la Commission électorale nationale? Mais comment aussi le gouvernement a arrêté, on va dire comme ça, une prévision de 500 millions de dollars pour les élections? C'est toujours aléatoire. 500 millions de dollars pour les élections cette année, alors que vous savez que ce sont des prévisions et qu'aujourd'hui, au premier trimestre de cette année, les régies financières n'ont pu engranger que 277 millions de dollars américains. Très peu. Donc ça veut dire clairement, mais je vais vous répondre. En allant jusqu'à la fin, il n'y aura pas d'argent. Mais je vais vous répondre. Parce que la communauté internationale s'est engagée à suppléer pour le reste. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le moindre sous-vaillant, à part les 3,5 millions dont j'ai parlé. Donc, si nous avons besoin d'1 milliard et que des amis vous disent « nous allons vous donner la moitié », il est normal que nous prévoyions de trouver la moitié, ce que nous avons mis dans le budget. Et si les amis n'exécutent pas l'autre moitié, il est normal qu'on n'ait pas l'autre moitié. De quoi parlons-nous? Donc aujourd'hui, on attend les autres pour qu'on puisse démarrer les activités, que les élections puissent avoir lieu cette année, si c'est possible. Oh, nous avons un exemple en 2011 que vous connaissez très bien. Ils ont promis, ils n'ont pas réalisé. Nous nous sommes fait violence, nous avons trouvé des moyens et nous avons organisé les élections. Les élections donc, cette année rien n'empêche que cela se fasse encore hypothétique. On dit de vous que c'est le gouvernement qui a obligé la CENI à faire cet appel d'offres fastidieux qui va aller jusqu'à 16-17 mois. Alors qu'il y a des appels d'offres restreints qui auraient pu être faits. Je ne sais pas si on peut dépenser de l'argent public de la manière dont vous dites. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous recommanderiez? On dit appel d'offres restreint. Qu'on puisse confier de l'argent à des amis pour exécuter cela. Vous serez les premiers à critiquer. Mais il y a aussi le gré à gré. Ça se fait aussi au Congo. Mais le gré à gré, c'est la porte ouverte à
toute forme de détournement de fonds. Vous le savez très bien que nous avons abandonné cette formule-là parce que nous voulons la bonne gouvernance. On ne peut pas en même temps vouloir la bonne gouvernance et nous pousser à conclure des marchés de gré à gré. Donc on a rallongé la procédure. On a rallongé la procédure carrément pour que l'on puisse avoir les élections. C'est la procédure pour dépenser de l'argent public. Il faut passer par des offres publiques pour avoir le meilleur offrant. Ils étaient là, faisaient du bon travail apparemment et on l'a sorti. Et si quelqu'un venait avec une offre meilleure que ZS, pourquoi nous ne le prendrions pas? Vous seriez le premier à nous critiquer. Monsieur Lambert Mende, parlons du dialogue. Si la responsabilité du gouvernement était engagée sur la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels, selon vous, pourrait-il rester en l'état? Le gouvernement ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels parce que la compétence d'organiser des élections ne relève pas du gouvernement. Oui, le gouvernement ne peut être engagé que sur les matières de compétences relevant du gouvernement. Le financement de la CENI. Donc il n'y a que la CENI qui peut être tenue responsable de la non-tenue ou de la tenue des élections. Sur la responsabilité du financement de la CENI par le gouvernement afin d'organiser dans les délais constitutionnels ces élections, si la responsabilité du gouvernement était engagée? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un Parlement responsable, sachant ce que nous savons tous du rétrécissement des moyens budgétaires de tous les pays du monde, pas seulement de la RDC, pourrait engager la responsabilité d'un gouvernement sur des choses qui sont notoirement connues comme impossibles à réaliser. Donc je ne pense pas que cette hypothèse-là puisse même se présenter. Pour parler dialogue, si Joseph Kabila parle, il calme les tensions, tout le monde pourrait prendre part au dialogue. Assis à la même chaise que vous il y a quelques semaines, ont tenu ces propos Vital Kamerhe et Ndundo Bolonge, ainsi que Délice Sanga. En fin de compte, le problème pour la tenue de ce dialogue semble être le président Joseph Kabila lui-même. Est-ce que selon vous, le fait qu'il ne dise rien, vous avez dit vous-même qu'il est taiseux, ce n'est pas cela qui complique la tenue de ce dialogue? Donc, selon vous, le dialogue, c'est pour ces trois compatriotes dont vous venez de parler et pas pour les Congolais? Je pense que le président Joseph Kabila fait ce pourquoi il a été élu, pas par M. Sesanga ou par M. Ndundo ou par M. Kamerhe. Il a été élu par des Congolaises et des Congolais, le Congolais lambda, pour des problèmes bien connus, la sécurité, pour des problèmes bien connus, l'éducation, pour la santé, pour des tas d'autres choses, et personne ne lui a donné mandat de pouvoir chaque matin dire des choses qui plaisent à ces trois messieurs dont vous parlez. Oui, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été. Oui, mais le dialogue, c'est pour la bonne tenue des élections. L'opposition voit derrière... Mais il faut venir au dialogue, si on veut les élections. L'opposition voit derrière ce dialogue une manœuvre politique pour permettre au président Joseph Kabila de rester au-delà de son mandat. Alors la question, la question, elle est là. Le président a parlé. Le président a rassuré tout le monde. Mais bien sûr, puisqu'il a donné le contenu du dialogue, puisqu'il a donné l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il devrait dire de plus d'après vous? Qu'il ne sera pas lui-même candidat à modifier la Constitution pour être candidat à un troisième mandat. Est-ce qu'il a dit qu'il serait candidat à un troisième mandat? Moi, je ne l'ai pas entendu. Vous me direz si vous l'avez entendu. On ne peut pas fonder comme ça des choses sur des procès d'intention. Parce que M. Kamerhe croit que le président va violer la Constitution, donc le président doit démentir quelque chose pour... je ne sais pas quoi, qui se passe dans la tête de M. Kamerhe. Oui, mais depuis... Le président n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Oui, mais depuis le Pourquoi voulez-vous qu'il démente quelque chose qu'il n'a jamais affirmé? Oui, mais depuis le temps qu'on le dit, que des appels sont lancés à son endroit pour qu'il rassure tout le monde qu'il veut organiser ses élections dans les meilleures conditions. Mais c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit autre chose? Mais que la crainte de toutes les personnes qui ne veulent pas venir, c'est uniquement l'assurance que lui ne serait pas le candidat. Vous êtes sûr? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Entre ce qu'un politicien roué dit et ce qu'il pense, je pense que vous avez encore beaucoup à apprendre. Est-ce que vous dites ce que vous pensez maintenant? Bien sûr. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous ne pensez pas, vous, que cette assurance du président Kabila décrisperait tout le monde?
Pas du tout, parce qu'on inventera autre chose. Je connais bien mes compatriotes, je les pratique depuis des années, on inventera bien autre chose. Vous savez, ce qui fait peur à ces compatriotes dont vous avez parlé, ce sont les élections. Ce n'est pas le fait que Kabila n'ait pas rassuré. Ils ont peur des élections parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ils savent qu'ils ne vont pas les gagner en l'état actuel de leur propre organisation, leur propre structuration politique. Ils ne sont pas prêts. Alors on cherche des prétextes. Ceux qui gagnent de temps, ce sont ceux qui désignent Moïse Katumbi, le G7, comme candidat, ceux qui désignent l'UNC Vital Kamerhe comme candidat, leur candidat naturel Étienne Tshisekedi pour l'UDPS, ou ce serait l'AMP qui n'a encore désigné personne? Mais c'est de l'agitation. Vous désignez des gens candidats à quelles élections? Une élection sans corps électoral, puisqu'on vous dit que le corps électoral dépend de certains ajustements qui sont nécessairement à lancer au cours du dialogue, et vous ne voulez pas venir au dialogue, mais vous prétendez que vous voulez venir aux élections et que vous êtes candidat à des élections sans corps électoral. Nous savons très bien ce qui va se passer, vous comme moi, dans cette ville, si nous laissons ces millions de jeunes sans possibilité de voter. Vous savez très bien ce qui va se passer, et nous essayons d'éviter cela, c'est tout. Paulette Kimuntu. Monsieur Lambert Mende, nous ne vivons pas dans un monde clos. Le Congo fait partie de l'Afrique et précisément de l'Afrique centrale. Nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique centrale par rapport aux élections. Nous avons vu au Burundi, changement de constitution, 3e mandat. Congo même, changement de constitution, 3e mandat. Et c'est peut-être la peur des Congolais ici aussi. Est-ce que vous pouvez rassurer, parce que vous êtes le porte-parole du gouvernement, qu'il n'y aurait jamais changement de constitution par rapport au 3e mandat du président Kabila? Se représentera-t-il un jour? Je ne comprends pas le sens de cette question. Au Burundi, au Rwanda, dans tous ces pays, les chefs d'État ont annoncé bien avant leurs intentions de changer la constitution. Vous savez, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Le président n'a pas annoncé cela. Alors pourquoi voulez-vous comparer? Pourquoi vous voulez comparer les faits des qui choses? se passent? Mais quels faits? Par exemple, la prolongation. Mais une prolongation, ce n'est pas le changement de la Constitution. Tout autour. Mais pourquoi il se tait? Parce que c'est lui le garant de la nation. Même en Centrafrique, il y a eu une prolongation. La population ne comprend pas le silence. Est-ce que je peux vous rappeler que même en Centrafrique, il y a eu une prolongation du calendrier? Est-ce que ça veut dire qu'on a changé la Constitution? Ça, c'est des choses tout à fait factuelles. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des cas de force majeure où on peut prolonger. D'une autre portion de la population? Quelle population? Il s'agit d'acteurs politiques. Mais qui représentent une population? Oui, je veux dire, qui sont malins, qui ont peur des élections et se trouvent de bonnes raisons. Comment ça, ils ont peur des élections? Eux, ils ont déjà proposé, comme l'a dit Christian, leur candidat. On attend le candidat. Même demain, s'il y a des élections, si la commission nous dit qu'il y a des élections demain, madame, nous aurons notre candidat. Bon, s'il n'y a pas d'élection... Nous ne pouvons pas le faire en dehors du calendrier. C'est votre phrase clé, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Voilà, nous venons d'en faire dans les provinces. Exactement, oui, mais c'est ça aussi. Ce n'est pas la Bérésina qu'on nous promettait. Mais s'il n'y a pas élection 2016, y aura-t-il vide juridique? C'est le débat actuel. Qui sera celui qui organisera les élections? Le président du Sénat? Y aura-t-il vide juridique? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la commission pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit le président du Sénat ou le président de la République alors que vous avez le président vous avez la commission électorale nationale indépendante. D'où vient cette... Mais si les élections ne sont pas organisées dans les délais prévus par la Constitution... L'article 70 prévoit que tant qu'il n'y a pas un autre président, le président qui est en exercice reste en place jusqu'à ce qu'on élise un autre président. Donc il y a eu élection. Donc vous voulez qu'on écrive une autre Constitution? L'article 70 de la Constitution, ouvrez-la. Vous sortez cet article de son contexte. Comment ça, la sortie du contexte? Comment la sortie du contexte? Le président reste... S'il n'y a pas élection... Pendant combien de temps? Même pendant 10 ans, s'il n'y a pas élection, le président ça, c'est autre chose. Vous m'avez posé la question de savoir ce qu'il adviendra de l'institution président de la République en cas de non-élection. Je vous dis que l'article 70 prévoit que le président de la République qui est en fonction continue avec son mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Je vous ai répondu. Et vous me parlez maintenant des dates et tout ça. Ça, c'est autre chose. Thierry Kambundi. Lambert Mende, pourquoi on mystifie autant la parole du président de la République? Il a bien été élu par des Congolais, il travaille pour des Congolais. Il leur a parlé où?
Mais il a parlé du contenu du dialogue. Il a parlé de l'ordre du jour du dialogue. Oui, mais justement, ces mêmes Congolais, puisque vous ne voulez pas que l'on évoque tous les opposants qui sont passés ici qui ont demandé au président de parler. Oui. Vous étiez récemment chez vous à Lodja, j'ai suivi les images à la télévision. J'étais à Lusambo, j'étais pas à Lodja. C'est 470 km. Ok, vous étiez à Lusambo récemment. Est-ce que ces populations vous ont dit qu'ils sont contents que Joseph Kabila reste silencieux, qu'il ne dise rien face à tout ce qui se passe autour de lui, face à tout ce qui se passe au pays, alors qu'on a besoin plus que jamais de sa parole? Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit, ces gens de Lusambo, et même ceux de Lodja où j'étais peut-être il y a 2-3 mois, qui sont contents qu'on leur fasse des routes, qui sont contents qu'on leur fasse des ponts, qu'ils attendent de ceux qui veulent venir aux élections prochainement, que ce soit au présidentiel ou ailleurs, qu'ils disent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire pour leur mieux-être. Et que ces débats concernant les délais, les dates, ça ne les concerne pas beaucoup. Ils s'en foutent, les élections, c'est pas leur affaire. Que Joseph Kabila reste... J'ai dit que ces débats concernant les délais, ce n'est pas leur affaire. C'est une affaire de gens qui sont pressés d'exécuter des mandats que peut-être leur maître à l'étranger. Mais vous concédez que... Parce qu'on ne veut plus voir un tel qui est trop exigeant vis-à-vis de nos anciens partenaires, qui orientent les partenariats différemment. Il n'est pas question qu'il puisse durer, il faut le faire partir et on exécute un mandat. Finalement, c'est ça. Si ceux qui vous ont élu et qui sont contents que vous soyez au gouvernement, on dit cela, et les autres Congolais qui pensent le contraire, qui veulent autant que les opposants, autant que les acteurs de la société civile, que le président parle finalement pour décrisper la tension. Mais le président a parlé. Le président a dit qu'il veut le dialogue pour que nous ayons de bonnes élections. Il n'a pas envie que les élections soient suivies par des désordres. Il a parlé et les gens appuient cette parole. Il n'a jamais dit clairement qu'il ne va pas retoucher aux articles intransigeants de la Constitution. Il n'a jamais dit clairement qu'il ne va pas se représenter pour un nouveau mandat. C'est de ça qu'on a besoin, mais c'est moi qui viens de l'intérieur. Je n'ai pas entendu quelqu'un me demander cela. Que le président doit dire qu'il va pas se présenter. Vous parlez de votre fief. Vous qui dites. Vous parlez de votre fief électoral. Non, mais j'ai dit, et les autres dans la Congolais. Rue et posons la question à la première femme qui vend du pain ici. Les autres Congolais, monsieur le ministre, qui ont besoin d'entendre le président le dire clairement, il ne peut pas les entendre. C'est leur problème. Le président a dit qu'il ne violera pas la Constitution et je trouve que ça doit suffire. C'est suffisant. Si quelqu'un ne veut pas entendre cela, c'est qu'il ne veut pas entendre. Et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur le ministre, apparemment, ça vous surprend que l'opposition puisse se mettre en ordre ou puisse prendre des dispositions pour présenter une candidature commune. Non, pourquoi ça, monsieur Président de la République. Je constate simplement qu'il prend des dispositions. Vous parlez de 100 corps électoral, une élection... Hors période. C'est qu'il se conçoit bien. Mais c'est hors période. Ce n'est pas la période. C'est quand la période? C'est comme si un arbitre chez lui à la maison commence à siffler le début d'un match alors qu'il est dans son salon avec sa femme et ses enfants. C'est quand la période? Il siffle pourquoi? Et c'est quand la période? C'est quand cette période? Mais c'est lorsque arrive le moment où la Commission électorale nationale indépendante, seule autorité chargée d'organiser les élections, nous dit maintenant, j'ouvre le cahier d'enregistrement des candidatures. À ce moment-là, on peut parler des candidats et de ceux qui ne sont pas candidats. L'opposition se prépare déjà puisque novembre, il y aura élection. Oui, mais pourquoi vous insistez là-dessus? Ce n'est pas encore le moment. Attendons que ce moment arrive. Qu'est-ce qui se passe? On ne mange apparemment, c'est la majorité qui ne veut pas des élections dans ce pays. Parce qu'on va avoir des élections apparemment, c'est la majorité qui ne veut pas des élections dans ce pays. C'est pour cela que nous avons donné 60 millions à la Commission. Mais qui ne suffisent pas pour organiser. Mais 20 millions chaque mois, 20 millions. Vous savez ce qu'on sacrifie? Qu'est-ce que vous craignez finalement? Une candidature commune de l'opposition pour battre le candidat de la majorité présidentielle. J'ai même suivi un cadre de la MP qui parle de poids-mouche quant à la candidature de Moïse Katumbi, désigné par le G7. Nous avons eu des élections auxquelles les membres du parti que vous citez ou du regroupement dont vous parlez se sont présentés. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'eux? Vous avez, je vais répéter quelque chose que j'ai dit, que vous croyez qu'un créateur peut avoir peur de ses créatures? Non, madame.
Monsieur le ministre. Il y a des gens qui ont été créés par le président, madame. Monsieur le ministre, le G7, il y a peu, faisait partie de la majorité présidentielle. C'est pourquoi je dis qu'il y a des gens qui ont été créés par le président. Vous craignez que ces partis soient, en fait, une opinion soit divisée en deux, la population. Ceux qui étaient derrière ces partis politiques hier à la majorité présidentielle, aujourd'hui, se versent dans l'opposition et puissent élire pour le candidat de la majorité. Vous n'avez pas encore le temps. Ça, c'est vous qui le dites. Nous avons été aux élections en 2006. C'est faisable et c'est calculable. Nous avons gagné. Nous avons été aux élections en 2011. Nous avons gagné. Nous irons aux élections en 2016. Nous avons des chances de gagner. Croyez-moi. Ça, c'est des paroles en l'air. Vous allez gagner alors que le peuple dit qu'il ne mange pas, le peuple a faim, le peuple, la situation sociale des Congolais ne s'améliore pas. C'est ce que vous disiez aussi en 2010 et en 2011, nous avons gagné. Et aujourd'hui, on en est où avec... Aujourd'hui, on en est où avec l'amélioration des conditions sociales des Congolais? C'est ce que vous disiez en 2010. C'était peut-être la dernière chance de la majorité présidentielle. Nous allons gagner parce que le peuple... L'heure est venue peut-être de passer à l'alternance. Aujourd'hui est mieux qu'hier, certainement. Certainement, aujourd'hui est mieux qu'hier. Regardez autour de vous. Eric Ambago, Top Congo FM. Lambert Mende, lorsqu'il y aura élection, il y aura passage, remise-reprise entre le président entrant, remise-reprise civilisée entre le président sortant et le président entrant. Naturellement. Pourquoi il n'y aurait pas remise-reprise? S'il y a un président élu, la Constitution prévoit que le président cède son mandat au président qui est élu, c'est ce que la Constitution prévoit, et le président ne fait que répéter tous les jours qu'il respectera la Constitution. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mais pourquoi pourquoi Joseph Kabila? Où est-ce qu'il y a une obligation de déclaration de non-candidature? Citez-moi un article de la Constitution qui oblige qui que ce soit dans ce pays à déclarer, hors les périodes où la commission demande à s'inscrire sur les listes des candidats, qui ne sera pas candidat. Pourquoi cette obligation s'imposerait au seul Joseph Kabila? Nous sommes dans une année électorale. C'est une année électorale. C'est pour cela que la Constitution doit être changée. On a pris l'habitude de dire dans la majorité procès d'intention. Et pourtant, au sein de la majorité, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que Joseph Kabila doit remplir. Ça, c'est très clair et vous ne le dites pas. Et la liberté, qu'est-ce que vous en faites? Alors dites j'ai envie que nous soyons à 21h maintenant. Mais il n'est pas 21h. Mais j'ai le droit de dire, j'ai envie que nous soyons à 21h, parce qu'il y a un bon événement que j'attends à 21h. Vous allez me reprocher cela? Mais aujourd'hui, vous allez m'arrêter parce que je dis qu'il est 21h, que je souhaite qu'il soit 21h. S'il y a des gens qui souhaitent que Joseph Kabila soit là, laissez-leur la liberté d'émettre ce souhait, ou alors vous n'êtes pas des démocrates. Vous souhaitez que Joseph Kabila reste. Vous souhaitez que Joseph Kabila reste au pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? S'il y a quelqu'un qui l'a dit, moi je défends la liberté de cette personne qui a dit cela. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça vous fait pas mal que Joseph Kabila puisse empiler? Ça ne me regarde pas, parce que ce n'est pas encore le moment. Monsieur Moi, ministre, je sais quand est-ce qu'un problème se pose, quand est-ce qu'il faut le soulever. Monsieur le ministre, Moïse Katumbi, c'est l'ennemi numéro 1, public numéro 1? Pourquoi est-ce que je dois parler de M. Katumbi? Je ne suis pas venu ici parler de M. Katumbi. L'évocation de son nom pose des sérieux problèmes, des fois. À qui? Le créateur, je vous répète, comment un créateur peut-il avoir peur de sa créature? Ah, donc Moïse Katumbi est toujours de la majorité? J'ai dit comment un créateur peut-il avoir peur de sa créature? Ça s'arrête là. Je vais poser quelques questions d'une manière différente. Vous souhaiteriez que Joseph Kabila rempile? Vous ne voulez pas répondre à la question, mais je vous pose, vous, la question. Est-ce que vous souhaiteriez que Joseph Kabila puisse être candidat? Je n'ai pas à répondre à cette question parce que la question des candidatures n'est pas encore à l'ordre du jour et qu'en tout état de cause, Joseph Kabila ne nous a pas dit qu'il veut être candidat. Donc je ne peux pas me mettre à sa place. Vous avez dit tout à l'heure, s'il y a une date fixée pour les élections, l'AMP va présenter son candidat. Absolument. D'accord. Alors maintenant, moi je vous pose... Et il aura beaucoup de chances de gagner. Je pose la question à Lambert Mende. Est-ce que Joseph Kabila pourrait être proposé par vous comme candidat de l'AMP? Il faut nous laisser cette marge de mystère. Je pense qu'en politique, le mystère aussi peut jouer. Nous sommes des acteurs politiques qui ne sommes pas nés de la dernière pluie. On ne peut pas donner toutes ces stratégies comme ça au grand jour. Le jour où nous déciderons de répondre à l'appel à candidature que la CENI ne manquera pas de lancer, lorsque le moment sera venu, vous serez informés de qui sera notre candidat. Je vous assure. Pour le reste, nous n'avons rien à dire pour l'instant. Nous gérons le pays. La seule part de mystère, c'est dans le nom du futur candidat de l'AMP, ou selon vous,
dans le fait que ce soit le président Joseph Kabila ou pas? Mais même le nom du futur candidat de l'AMP peut constituer un mystère qui est tactique, qui est aussi stratégique. Nous avons le droit d'avoir nos stratégies et de développer notre approche tactique des élections. Nous avons le droit de ne pas dire avant la posture que la CENI prendra, qui va nous représenter. C'est notre droit. Alors, Nous pouvons même, si la CENI nous dit qu'on a une semaine, nous pouvons décider que nous le dirons le dernier jour. Ça dépend de nous. Pourquoi vous voulez nous dénier ce droit-là? Là, vous parlez du mystère de la désignation d'un candidat. Voilà. Il y a une chose qui n'est plus mystère. C'est que le président Joseph Kabila n'a plus le droit à un troisième mandat. Selon la Constitution. Selon la Constitution actuelle. Ouais. Alors, en quoi est-ce que répondre à la question est-ce qu'il sera candidat choisi par l'AMP ou pas est un mystère? Mais pourquoi est-ce que le fait de répondre à cette question est si important? Et pourquoi est-ce que vous devez nous enlever cette possibilité d'avoir notre mystère du point de vue tactique? Parce que c'est de ce mystère entretenu que naît la suspicion. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec nos amis de l'opposition à 100% qu'ils sont dans l'opposition. C'est parce que nous divergeons. Alors, laissez-nous diverger à ce point aussi. Nous pouvons diverger sur ça. Où est le problème? Est-ce que vous avez Le monde ne va pas s'écrouler parce que nous divergeons avec l'opposition. Une opposition est là pour diverger avec ceux qui sont au pouvoir. Divergeons sur ça. Nous voulons faire mystère du choix de notre candidat. C'est notre choix. Est-ce que vous avez l'impression qu'après cette émission, le mystère ou le voile sera un peu plus levé et les esprits un peu plus calmés? Mais les esprits de qui? Moi, je viens de faire le tour du pays. J'ai vu des gens qui étaient contents des initiatives que nous prenons depuis 2011 jusqu'à présent, qui estiment que même ce n'est pas assez ce que nous faisons pour eux. Ce n'est pas le débat qui est à l'ordre du jour dans l'esprit des Congolais. Croyez-moi. Le moment viendra où ce débat aura lieu. Et si la Constitution a limité la campagne électorale à 1 mois, je vous le dis à vous, faiseurs d'opinion, c'est pour éviter justement cette distraction que constitue une campagne électorale. C'est pour éviter les déviations dans lesquelles peuvent entraîner des campagnes électorales mal organisées. On a limité ça à 1 mois. Alors ne vivons pas une campagne électorale éternelle. Nous ne pourrons jamais gérer correctement ce pays. On ne peut pas reprocher non plus aux uns et aux autres de se préparer à cette campagne électorale. Oui, mais il faut quand même construire le pays. Il n'y a pas que la campagne électorale dans la vie d'un peuple. Eric Ambago, Rachel Kitsita, Thierry Kambundi et Paulette Kimuntu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, monsieur Lambert Mende. Ici se termine ce magazine Top Presse. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un peu moins politique, un peu plus économique. On se retrouve donc sur toutes vos télévisions respectives. Rediffusion de cette émission à 19h30. Merci à Mika Loussala et à Didi Binsika pour la réalisation télévision de cette émission, à Amina Mouchegera et à Patricia Zinga pour sa production. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.